18h37 de retour sur CNews et Europe 1 dans Punchline avec Dominique Régnier qui nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir. Directeur général de la Fondapol. Vous publiez vraiment un extraordinaire livre. C'est plus qu'un livre, c'est un recueil des idées pour la cité. Croyez-moi, on en a besoin aux éditions Cerf. On a besoin d'idées parce que là, on a l'impression que la démocratie est en panne. On va juste écouter les Français, une réaction de Français, Dominique Régnier. Vous allez nous donner votre analyse sur la situation que l'on vit. Qu'est-ce qu'ils pensent, les Français, de cette motion de censure et de la chute du gouvernement Barnier? Écoutez. C'est la suite logique de ce qu'est actuellement la France et ses députés. Je pense que c'est une bonne chose. À mes yeux, ils n'ont pas respecté le contrat qu'ils avaient fait avec les Français au niveau des législatives, ne pas s'allier avec l'extrême droite. C'est difficile, je pense que personne n'est content, si vous voulez. Donc il y a deux personnes différentes, et ça c'est ça. Et moi, on n'écoute pas, je vous écoute pas, et vous non plus, et lui non plus. Donc ça ne pourra jamais marcher. Ça ne pourra jamais marcher, Dominique Régnier. Est-ce qu'on en est à ce constat-là, selon vous, en France? Alors, moi, je trouve ça très intéressant parce que c'est très bien dit, la situation est parfaitement décrite, dans des termes très clairs et simples. Je note quand même, alors c'est toujours un micro-trottoir, mais je note quand même que on ne voit pas beaucoup de personnes, là on n'en voit pas, mais non plus ailleurs, qui vous parlent spontanément de la difficulté réelle dans laquelle nous sommes. Je ne parle pas des politiques qui sont quand même dans une situation qui ne les avantage pas du tout, mais le fait que nous avons, nous les Français, des problèmes considérables qui vont peu à peu entrer dans l'esprit public. Ce que je pense, mon hypothèse, c'est que les Français sont en train, tout doucement, de prendre peur en fait. Par rapport à la dette, par rapport à l'incapacité de ceux qui nous représentent et nous gouvernent d'expliquer, de prendre des mesures qui seraient quand même désagréables, mais rassurantes sur un chemin tracé que nous pourrions suivre et dont nous pourrions dire dans quelques années, on aura quand même sorti la tête de l'eau et notre système fonctionne de telle sorte que ça n'est pas du tout les sujets qu'on va aborder. C'est tout à fait impressionnant. Je suis très impressionné par ça. Il m'arrive de plus en plus souvent de ne pas être capable d'anticiper les grandes décisions. Je suis à l'envers, à rebours, parce que je prétends que mes hypothèses sont fondées sur des raisonnements rationnels. Ce qui n'est plus le cas. Ce qui n'est plus le cas. C'est fini. Je ne pouvais pas expliquer. J'étais sûr qu'il n'y aurait pas de dissolution le 9 juin. Okay. Bon, c'était quand même évident. Je ne pouvais pas expliquer la motion de censure par Marine Le Pen. Elle n'avait aucun intérêt à le faire. Je ne comprends pas du tout pourquoi. Et donc, de plus en plus souvent, je me trouve avec des responsables qui prennent de grandes décisions que je ne peux absolument pas deviner si j'applique un mode de raisonnement rationnel. Je ne voudrais pas quand même que l'ensemble de la classe politique se mette à déraisonner. Je ne dis pas ça pour les soupçonner de perdre l'esprit, mais parce que je me demande s'ils n'ont pas perdu du tout la compréhension de la réalité et s'ils ne sont pas dans une espèce d'invention, de surprise permanente, de bricolage spontané, sans aucune idée de ce qu'il faudrait dire. On ne voit pas de demain, il n'y a pas de lendemain. C'est tout le temps une espèce de tactique, il y a des phrases qui sont imaginées. C'est quand même, ça c'est très inquiétant parce qu'il ne faudrait pas que les Français se mettent à se dire qu'au fond, certains l'ont dit plus loin de avant. Oui, juste avant, ils ont dit on n'a plus besoin d'eux. On n'a plus besoin d'eux, on n'attend plus rien d'eux. Voilà. Mais quand même, Marine Le Pen, elle sera notre invitée dans quelques instants sur CNews. Vous dites qu'elle a fait une erreur, mais pourtant elle a imposé un bras de fer, elle a remporté son bras de fer, elle sera respectée à l'avenir. En quoi est-ce que pour moi, c'est contre son intérêt? Une erreur mortelle. Mortelle. Ouais, je pense qu'elle ne va pas s'en remettre. Oui. Et je pense qu'elle a perdu la présidentielle aujourd'hui, enfin hier, quoi. Oui. Pourquoi? C'est ce que j'appelle, moi, une rechute protestataire. Ça lui ressemble pas du tout. Elle avait passé 10 ans, un travail colossal, à dédiaboliser, normaliser, tout ce qu'on voudra, institutionnaliser. Mais ça marchait vraiment. C'était un parti sérieux, avec des élus dont on soulignait suffisamment qu'ils portaient la cravate, qui était devenu étrangement le symbole de la rectitude et du bon comportement. Avec une capacité à avoir une forme de parole raisonnable jusqu'à être modéré, etc. Il y avait un processus très remarquable qui l'a distingué complètement de Mélenchon, qui était l'antisystème révolutionnaire, on voyait le trotskiste, etc. Et moi, je considère que c'est un point pour Mélenchon, ça, aujourd'hui. C'est lui qui l'a, au fond,
amené sur son registre, sur son terrain, c'est-à-dire c'est un terrain non électoral. C'est la crise sociale, la révolution, adelante, et puis on... Mais comment vous l'expliquez? Par les ennuis judiciaires, une réaction? Alors, moi, je ne suis pas du tout doué pour ça, je ne suis pas compétent là-dessus, je le dis sincèrement, c'est-à-dire qu'il me manque tout le temps les informations clés, et puis il faudrait que je spécule sur des choses qui sont techniquement difficiles, que je ne maîtrise pas. Mais je suppose que ça a joué. Je suppose que ça a joué. Et qu'il y a une espèce de... De toute façon, le temps est si court, même d'ici la présidentielle, je dirais, si elle a lieu au moment où il est prévu qu'elle ait lieu, avril 2027. Le temps est si court dans l'esprit des compétiteurs, je ne parle pas d'ailleurs que de Jean-Luc Mélenchon et de Marine Le Pen, que je les vois bien, presque physiquement, faire une course sans savoir où ils vont, en se regardant les uns les autres, sans regarder devant eux, sans savoir, au fond, ce qui les attend, ni quel obstacle ils vont rencontrer, parce qu'ils ne veulent surtout pas être le dernier parti ou être en retard sur les concurrents. C'est une pure folie. Cette élection présidentielle, d'ailleurs, moi je maintiens, est un poison dont nous allons mourir. En fait. L'élection présidentielle. Ouais, ah oui, ça c'est certain. Ah bon. D'accord. Qu'est-ce que vous proposez alors, Dominique Un Régnier? régime parlementaire. Oui, moi aussi. Un régime parlementaire. C'est moins glorieux, c'est moins Quand télégénique. on voit ce qui se passe au Parlement, ça ne fait pas rêver non plus. Oui. Non, mais parce qu'ils pensent tous à la présidentielle. Ils pensent tous à la présidentielle. C'est invraisemblable. Ils veulent tous être élus président pour faire quoi? Faites-le maintenant. Gouverner. Mais ça serait la solution pour Emmanuel Macron. Il pourrait annoncer une réforme constitutionnelle et allez, on part sur un régime parlementaire. Alors, c'est pas populaire. Moi, j'ai une solution, parce qu'il y a quand même des idées pour la citer. J'ai une solution, c'est très simple. C'est pas simple au sens où ça se fait aisément, mais je pense qu'on peut s'entendre pour défaire les pouvoirs extraordinaires du président de la République et en faire une fonction, comme au Portugal ou en Autriche, où le président est élu au suffrage universel. C'est une personnalité qui joue un rôle très important pour réconcilier la nation, résoudre des crises, donner son avis, etc. Il est élu au suffrage universel. On a quand même un grand moment politique de débat, mais pas cette fonction-là qui en plus a une sélection négative, parce que ça attire des personnes qui ont, je dirais, une psyché qui est plus tendue vers la victoire que vers le gouvernement. Dominique Régnier, on va juste partir à l'Élysée. Je vous passe la parole, Catherine et Louis de Ragnel, puisque nous attendent Augustin Donadieu et Fabrice Elsner. Bonsoir, rebonsoir à tous les deux. Est-ce qu'on a une confirmation, mon cher Augustin, qu'il n'y aura pas d'annonce par Emmanuel Macron ce soir du nom du prochain ou de la prochaine Première ministre ? Oui, la fumée blanche semble s'éloigner petit à petit de l'Elysée où nous nous trouvons avec Pierre Emco. Le président de la République ne devrait pas annoncer son ou sa prochaine première ministre. Alors que va-t-il annoncer à 20h lors de son allocution à suivre sur Europe 1 et sur CNews? Alors déjà, premièrement, il devrait rassurer les Français qui pour la plupart sont choqués par cette censure et cette démission. Peut-être aussi tout simplement leur expliquer la situation dans laquelle se retrouve le pays. Il devrait également rassurer les marchés financiers qui pour le moment n'ont pas sanctionné très durement cette censure avec un CAC 40 en légère baisse à son ouverture. Ce que je peux vous dire, c'est que les consultations ici dans le palais présidentiel se sont enchaînées aujourd'hui. François Bayrou a déjeuné avec le président de la République, le maire de Pau. Ensuite, Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, s'est rendue ici à l'Élysée. Et enfin, Gérard Larcher, le président du Sénat, s'est entretenu avec Emmanuel Macron. Alors ce soir, c'est l'inconnu qui va être nommé premier ou première ministre dans les prochains jours ou les prochaines heures. Ce que je peux vous dire, c'est que plusieurs personnalités politiques vont garder leur téléphone allumé près d'eux pendant quelques heures. Merci beaucoup, Augustin Donadieu. Et donc Pierre Emco à l'Élysée. Catherine Ney, alors qui pourrait être appelé par... Comment voulez-vous que je vous réponde? Il y a quelques noms dans les tuyaux. Non, mais je veux dire, là, je ne sais pas. Tout est dans la tête d'Emmanuel Macron. S'il a vraiment aujourd'hui, alors qu'il est parce qu'il a consulté, il a déjeuné avec François Bayrou, je veux dire... Je ne sais pas, il n'y a que lui qui sait, encore j'en suis pas sûre, mais est-ce qu'il veut nommer quelqu'un avant sa grande fête où il y aura Trump, ça va être la grande fête, la fierté française dont il parlait le 31 décembre. Oui, Notre-Dame de Paris. Est-ce qu'il va là dire attendons lundi? Bon, on peut attendre lundi, pourquoi pas, puisqu'on a attendu 2 mois pour avoir Barnier, vous voyez. Mais moi, ce que je trouve, c'est qu'en nommant Barnier, enfin, c'était pas son choix, mais qui s'est imposé, il avait nommé à Matignon quelqu'un qui avait la tête d'un père de la nation.
et qui a été, alors évidemment, qui comme un père un peu archaïque, qui a fait des choses qui ne plaisaient pas aux autres et qui était très, très, très bousculé par le socle dit commun et qui était vraiment des ennemis de l'intérieur. Et là, qui va-t-il mettre comme image, vous voyez, et ça rassurait malgré tout Michel Barnier, parce qu'il avait aussi une expérience, une allure. Et là, tout d'un coup, tout s'effondre et on a l'impression que tous ceux qui sont candidats, il y a quelque chose qui, dans l'incarnation, va faire que ça ne va pas le faire, comme on dit. Alors, donc, je ne sais pas. Peu d'espoir. Louis Dragnel, une question à Dominique Régnier. Oui, une question pour vous, Dominique Régnier. Entre les lignes, ce qu'on comprend dans votre discours, vous dites que la Ve République, en tout cas telle qu'on la vit aujourd'hui, est un peu périmée, il faudrait changer de modèle. Mais est-ce que c'est le bon moment pour basculer dans un autre régime politique ? Parce que quand vous basculez dans un nouveau régime politique ou une nouvelle République, en temps de paix, éventuellement, c'est quelque chose qui peut se faire. Même si moi, je suis très attaché à la Ve République. Mais si vous faites ça en période d'instabilité comme celle qu'on vit, tout le monde se projette un monde meilleur, mais en fait, ça peut être un monde pire. Et si Jean-Luc Mélenchon, lui, par exemple, veut la révolution. Moi, je ne préconise pas le changement de République. On reste dans la 5e. Hein. C'est un régime parlementaire. Hein. Ça a changé en 1962-1965, mais c'est un régime parlementaire. Il faut revenir aux sources de la 5e. Et par ailleurs... Avec un président de la République plus fort, donc... Non, un président de la République... Moi, ça me va, moi. Non, un président de la République qui serait... Non, mais par contre, je rappelle, tout le monde le sait, c'est que la Constitution, la République en France, elle a changé uniquement dans les crises. Toujours. Et là, nous y allons. Malheureusement, moi, ça m'épouvante, parce que je ne suis pas capable de dire, et je pense que personne ne peut vraiment le savoir, même ceux qui doivent prendre de grandes décisions, ce que nous sommes en train de faire advenir collectivement, parce que les partis sont à la ramasse, parce que les chefs ne sont pas bons, parce que les décisions sont mauvaises, parce que cette espèce d'accumulation d'erreurs finit par produire des catastrophes dans un pays fragile qui est tellement en difficulté aujourd'hui. Tout à l'heure, ce que disait Jean-Sébastien Ferjou est tout à fait juste. Nous sommes vraiment... Moi, je ne veux pas... On dit qu'il ne faut pas affoler les gens, mais enfin, il faut quand même dire la vérité. C'est-à-dire la situation. J'ai appris hier par Michel Barnier, quand il parlait à l'Assemblée, que c'était 60 milliards les intérêts de la dette. Moi, on m'avait dit 50 milliards, on est à 60. Et Pierre Moscovici a dit, et j'étais à un colloque à la Cour des comptes, que l'an prochain, ce serait 72 milliards. Attendez, mais où on va ? C'est la moitié du déficit qui va être qui va être provoqué par les intérêts de la dette. Si vous êtes un tout petit peu comptable, et on l'est tous, parce qu'on a tous quand même des comptes à tenir, vous voyez bien que c'est perdu. Mais on nous dit, mais non, tout va très bien se passer. Oui, il ne faut pas affoler les gens. Mais attendez, moi, je suis à froid. 60 milliards, on en a beaucoup parlé. C'est le deuxième poste de dépense. Vous en parlez, c'est pas un petit peu. Non, mais il faut le redire, il faut le répéter. Pourquoi les dirigeants politiques ne le disent pas ? Ils ne le disent pas parce que ça les tétanise. Parce qu'ils n'ont aucune solution, sauf des mesures impopulaires. Ils veulent surtout être aimés. C'est invraisemblable. Ne faites pas de politique, faites du show business, faites de la chanson. Je ne sais pas, on ne peut pas chercher à être aimé quand on fait de la politique. Ou alors on fait des œuvres sociales. C'est bien ça, de faire ça. Encore faut-il pouvoir distribuer de l'argent. Oui, mais je veux dire, ça ne va pas. On ne peut pas faire de la politique aujourd'hui si on a l'espoir que les gens vont vous applaudir et vous aimer. Ils vont vous détester si vous êtes honnête. Si vous êtes courageux, et ils vont vous rejeter, ils vont vous construire. Mais le problème, c'est que les Français aujourd'hui préfèrent qu'on leur monte. C'est ça qui est terrible. C'est-à-dire que hier, si on revient, mais non, les Français sont intelligents. Mais non. Oui, non, mais en fait, ils croient un tout petit peu trop ce qu'on leur dit parfois. Et revenons un tout petit peu sur la censure hier. La censure, elle a été motivée sur un point la non-indexation des retraites sur l'inflation. De la moitié déjà des retraites sur l'inflation. Les retraites ont augmenté cette année de 5,3%. C'est quasiment 2 points au-dessus de l'augmentation des salaires des actifs, des ouvriers. C'est-à-dire que hier, Marine Le Pen a justifié sa décision en expliquant « Regardez, les retraités ne sont pas assez augmentés ». Mais l'ouvrier, qui a été moins augmenté que le retraité, et qui bosse dans l'usine tous les jours, on en a parlé durant les débats ? Non. Dominique Régnier. Non, c'était d'ailleurs, c'est le point que peut-être ça sera posé comme question à Marine Le Pen. Quand elle a obtenu la baisse de la taxe sur l'électricité et le renoncement au déremboursement des médicaments, moi je m'attendais à ce qu'elle s'arrête là. Et qu'elle se tourne vers la foule pour dire, regardez, la gauche c'est moi. Je suis d'extrême droite, dit-on, je suis aussi la gauche, je fais tout.
Et je vous ai sauvé. J'ai obtenu gain de cause. Ce gouvernement est mauvais, je vais le combattre. Mais là, je vous ai déjà protégé contre ça. Je vais continuer. Et puis, on va régler ça dans les grandes élections. C'était évident qu'elle ramassait la mise. Je n'ai pas compris. Mais elle aurait voulu que ça soit Michel Barnier lui-même qui dit voilà, Madame Graff. Mais ça, c'est pas sérieux, ça. Mais non, on a l'impression qu'il y avait presque aucune mesure qui ne pouvait finalement la satisfaire. Oui. Et donc, il y a des motivations politiques aussi derrière tout ça. Quelque chose qui l'a amené à penser qu'il fallait... Non, mais elle avait décidé de dissoudre... Mais c'est une drôle de compagnie, ça a été beaucoup dit depuis hier. C'est une drôle de compagnie quand même. C'est-à-dire avec quelle compagnie? Avec la France Insoumise, pour ce parti-là, c'est quand même étonnant. Mais est-ce que vous pensez que les électeurs de Marine Le Pen vont lui en vouloir? Ou est-ce qu'ils s'en fichent complètement? Non, moi je pense que ça commence. Non, ça commence. Ah bon? Oui, ça commence. Pourquoi ça commence? Pourquoi, Dominique Régnier, ça commence? C'est une toute petite indication. Il y a un sondage qui est paru hier soir après la censure. Si vous le regardez dans le détail, moi je l'ai commenté ce matin à mes étudiants, vous en trouvez déjà les signes. Vous avez chez les sans préférence partisanes une désapprobation majoritaire de la censure, déjà. Et vous avez dans toute une série de petits signes une extraordinaire, même des choses massives, une inquiétude massive sur tous les sujets. 80% des Français ont peur pour leurs économies, ont peur pour l'avenir, etc. 80%, c'est vraiment une très très mauvaise humeur, je dirais. Et inévitablement, et il y a 3 responsables pour les Français de cette situation, c'est Marine Le Pen, Mélenchon et Emmanuel Macron. Elle se met dans un trio de responsables. Et en même temps, c'est les 3 qui ont... Elle en était protégée. Oui. Elle en était protégée. Elle s'est mise au milieu. Et je ne comprends pas. Et j'ajoute, si vous me permettez, que je ne comprends pas pourquoi des politiques classiques, comme David Lisnard, Hervé Morin ou Jean-François Copé, demandent une présidentielle anticipée. Ce qui est la seule façon de mettre au centre du jeu Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, qui sont impatients de voir cette élection. Ce sont les seuls qui peuvent y jouer un rôle très important. Vous avez tout résumé tout à l'heure. Tout ça, c'est le poison présidentiel. Oui, c'est ça. En fait, c'est ça. Il n'y a plus que ça qui compte. Mais vous voyez, tous ces gens intelligents qui prennent qui sont en pause de rationalité, je dirais, c'est quand même, c'est pas rassurant. On va avoir un problème parce que c'est quand même quelque chose c'est pas exceptionnel. Ça veut dire ils sont représentatifs de l'époque et donc nous allons avoir de plus en plus de décisions à différents niveaux qui ne seront pas rationnelles et qui vont avoir des conséquences négatives. Moi, je peux bien entendre que c'est la faute à l'élection présidentielle. Moi, je ne crois pas du tout ça. Aujourd'hui, vous avez 3 blocs parce que la France est éclatée comme ça. Et donc, les difficultés qu'on connaît au Parlement, avec ou sans président de la République, vous l'aurez demain, même sans président de la République. Les élections législatives, c'est pas des élections présidentielles. Alors souvent, ça vient après l'élection présidentielle, mais on voit bien que d'ailleurs l'élection d'un seul homme ne correspond absolument pas à la réalité ensuite qui est donnée par les Français à l'Assemblée nationale. Vous avez expliqué le contraire tout à l'heure, Louis. Comment expliquer que certains, par exemple, hommes de droite, combinent contre leurs copains parce que c'est des curies présidentielles. Ça, c'est des jeux d'appareil, les jeux de tambouille. Mais on voit bien, regardez, les 3 blocs qui correspondent aussi à ce que veulent les Français. Il y a des Français qui veulent voter pour Jean-Luc Mélenchon, il y a des Français de plus en plus nombreux pour Marine Le Pen, il y en a aussi pour Emmanuel Macron, il y en a aussi pour les Républicains. Ça, c'est avec ou sans l'élection présidentielle. C'est l'état réel de la France. Dominique Régnier, Emmanuel Macron est dans l'impasse ce soir, dans une vraie impasse. Il n'y a pas de solution forte au sens où il ne peut pas dissoudre. Et d'ailleurs, je veux attirer l'attention de tout le monde sur le fait qu'il n'est pas sûr qu'il retrouve la possibilité de dissoudre. Le droit, oui, mais la possibilité, c'est pas sûr. Oui. Parce qu'en juin-juillet, si la situation est à peu près la même, voire dégradée, la dissolution est interdite, absolument interdite. Vous faites 2 dissolutions, vous les perdez toutes les 2, ça devient vraiment une crise de régime. Donc, je ne suis pas certain que nous n'allons pas jusqu'en 2027 avec ce régime-là. Il n'a aucune envie de dissoudre. Mais c'est très. Il faudrait qu'il y ait des sondages qui l'assurent vraiment que ça peut se préparer en 6 mois. Imaginez ça quand même. Des sondages très positifs pour lui. Oui, mais vous avez du mal à imaginer. Dans 5 mois. On est d'accord. Ça veut dire qu'il est bien possible qu'il n'y ait pas de dissolution avant longtemps. Bien sûr. Et donc, alors qu'on peut travailler. La dernière, avant. On pourrait travailler pendant 6 mois. Le président pourrait le faire avec des politiques du PS au LR, comme on le dit. Il pourrait travailler pendant 6 mois à construire quelque chose qui remettrait les partis de gouvernement dans une espèce de ligne centrale. Mais si c'est pour ne pas décider ou bien avoir des acteurs politiques qui appellent à la présidentielle anticipée, nous allons avoir à tout le moins ce régime, cette absence de majorité pendant longtemps, et c'est pas compatible avec nos contraintes. Dominique Régnier, vous restez avec nous. On salue nos auditeurs d'Europe 1 qui rejoignent maintenant Pierre de Villeneuve.
Et nous, on continue et on se pose une dernière question avec vous. On a donc on a vu tous les pans de ce problème. On sait qu'Emmanuel Macron est face à un choix extrêmement compliqué à faire. Et les Français dans tout ça, est-ce qu'ils pourraient se révolter à un moment ? Est-ce qu'il pourrait y avoir quelque chose dans la rue qui se traduirait dans la rue pour dire ce ras-le-bol ? Moi, c'est une possibilité que j'envisage. C'est ce que je m'efforce d'observer avec mes moyens, de deviner, de voir émerger ici ou là. Ce serait la part la plus dure pour nous tous, la plus cruelle, la plus désolante. Elle peut avoir lieu dans ce pays, la France, qui a cette habitude. Enfin, habitude n'est pas le bon mot, mais qui sait, de temps en temps, voilà, qui constatant qu'il n'y arrive pas, que les outils à sa disposition ne fonctionnent pas ou ne sont plus là, recourt à la violence. Alors nous sommes un peuple plus âgé aujourd'hui, plus riche, donc ça peut être des éléments de contrepoids, mais c'est un danger réel. Et de toute façon, d'une façon générale, je dirais d'un principe que j'affirmerai ici, dans un système démocratique, si les institutions faites pour ça, notamment l'élection, ne régulent pas les conflits, nécessairement, il y a une crise qui peut déboucher sur la violence. Et Jean-Luc Mélenchon aurait intérêt à... lui, c'est son objectif. C'est la grande crise. Il sait parfaitement. Il est intelligent. Je ne sais pas on dit qu'il est très cultivé, j'en sais rien. Il est intelligent. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il sait qu'il ne peut pas être élu dans un contexte normal et qu'il a peu de chances d'être élu au rythme prévu du calendrier. Et je pense que c'est par ailleurs profondément sa culture que de se sentir plus à l'aise dans un univers insurrectionnel, au fond, où il pourrait surjouer un incident, lui permettrait de surjouer la crise de régime. Vous avez vu hier comment Mathilde Panot, à la sortie de l'Assemblée nationale, a, une fois de plus, surjoué une victoire, je ne sais pas où doit la tirer, une victoire qui fait que le pouvoir leur revenait de droit. Alors que c'était plutôt... Et si Dominique Régnier, on devait avoir une présidentielle anticipée, faisant un peu de science-fiction, on aurait à coup sûr un second tour Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon? Ça dépend du moment où elle a lieu, ça dépend de la décision de justice, là pour le coup. Et puis, voilà, donc, mais de toute façon, déjà en 2022 au premier tour, l'ensemble des acteurs que moi je considère comme anti-système populiste protestataire représentaient 58% des suffrages exprimés au premier tour. Il y a déjà en France une majorité électorale anti-système. Il suffit qu'il y ait une convergence vers une personnalité, même s'il y a de la perte, 58%, il y a de la marge pour aller à la victoire à la présidentielle. Quel constat. Merci beaucoup Dominique Régnier, Des idées pour la cité. C'est votre gros livre aux éditions du Cerf. Merci Catherine.